Début 1945. Dans un paisible sanatorium de Bad Tölz, en Allemagne, un homme, vêtu d'un uniforme de la Wehrmacht, est alité. Il prétend aux infirmières être un simple soldat, convalescent. Il ment. Lorsque les forces militaires américaines pénètrent dans le centre, vérifiant les papiers et les visages des blessés, elles le trouvent, pâle, affaibli, mais vivant. Sa véritable identité ne tarde pas à être révélée. Voici Amon Goeth, le boucher de Poischow. Comment un homme qui a régné par la terreur peut-il finir par supplier l'histoire d'oublier son nom? Un homme qui abattait des prisonniers depuis le balcon de sa villa pour le plaisir, qui lâchait des chiens sur ses victimes pour se divertir, qui a personnellement assassiné des centaines de personnes et en a torturé des milliers d'autres dans l'un des camps de concentration les plus brutaux de la guerre. Et maintenant, il fait semblant de ne plus être personne. L'ironie est presque inconcevable. Cet homme détenait un pouvoir absolu sur la vie et la mort au camp de Poischow, près de Cracovie. Il exécutait les prisonniers sur un coup de tête. Il a instauré un climat de terreur si extrême que même ses supérieurs SS l'ont arrêté en septembre 1944, non pour meurtre, mais pour corruption et brutalité excessive. Même les nazis le jugeaient trop brutal. Pourtant, à la fin de la guerre, Goeth tenta de disparaître. Si même les nazis le jugeaient trop brutal, qu'est-ce que cela révèle du système qui lui a donné du pouvoir? Il se débarrassa de son uniforme SS. Il renia son grade. Il espérait que le chaos de l'effondrement de l'Allemagne engloutirait son identité. Mais les survivants se souvinrent. Dans les camps de prisonniers alliés, d'anciens détenus de Poischow l'aperçurent. Ils murmurèrent son nom. Ils le désignèrent aux gardes américains. L'homme qui avait exécuté leur famille, qui avait fait de leur vie un véritable cauchemar, tentait de recouvrer la liberté. Comment le commandant qui a régné avec une cruauté absolue a-t-il pu se retrouver alité dans un hôpital, comme s'il était invisible? La réponse commence par ses actes durant la guerre, et parce que la justice exigerait par la suite. Amon Goeth devint commandant du camp de concentration de Cracovie-Poischow en février 1943. Ce camp fut construit sur les ruines de 2 cimetières juifs, une profanation délibérée. À son apogée, il abritait jusqu'à 25 000 prisonniers contraints au travail forcé pour la machine de guerre nazie. Mais Poischow n'était pas qu'un simple camp de travail. Sous le commandement de Goeth, il devint un théâtre de cruauté sadique. Il tirait au hasard sur les prisonniers depuis le balcon de sa villa, qui surplombait le camp. Il utilisait des êtres humains comme cible. Des témoins l'ont décrit parcourant le camp avec ses chiens, dressés pour attaquer sur commande, et les lâchant sur les prisonniers pour des infractions mineures ou simplement pour s'amuser. Les pendaisons publiques étaient monnaie courante, les passages à tabac étaient quotidiens. La survie était une affaire de hasard. Ellen Jonas, une jeune femme juive contrainte de travailler comme domestique chez lui, a témoigné plus tard de la terreur qu'elle endurait. Elle a décrit les coups quotidiens, les tortures psychologiques et la peur constante de mourir à chaque instant. Elle n'a survécu que grâce à l'imprévisibilité du sadisme de Goeth. Tantôt il l'épargnait, tantôt il la maltraitait. Goeth fut également responsable de la liquidation des ghettos de Cracovie et de Tarnów. Opérations qui impliquèrent des déportations massives vers les camps d'extermination et l'exécution des personnes trop faibles pour se déplacer. Des milliers de personnes périrent sous ses ordres directs. Le bilan estimé des morts à Poischow seulement s'élève à 8 à 10 000 personnes. Nombre d'entre elles ont été tuées personnellement par Goeth. Même la SS enquêta sur lui en 1944, non pas pour meurtre, mais pour vol de biens appartenant aux prisonniers et corruption. Sa brutalité était si extrême que ses propres supérieurs la jugeaient problématique. Mais la guerre prit fin avant qu'une sanction interne puisse être appliquée. Il ne s'agissait pas d'un bureaucrate obéissant aux ordres. Il s'agissait d'un homme qui prenait plaisir à tuer. Après sa capture, Amon Goeth fut détenu dans un camp de prisonniers temporaire situé sur le site de l'ancien camp de concentration de Dachau. L'ironie était amère. Un commandant nazi, emprisonné sur le site même de l'un des camps les plus tristement célèbres du régime.
Dans le chaos qui a suivi l'effondrement de l'Allemagne, les autorités américaines traitaient des milliers de criminels de guerre présumés. Mais l'identité de Goethe ne resta pas longtemps cachée. Des survivants le reconnurent. D'anciens prisonniers de Poichouf, désormais libérés, l'ont reconnu parmi les officiers SS détenus. Ils l'ont désigné aux gardes américains. Ces dénégations se sont effondrées sous le poids des témoignages des survivants. L'homme qui avait terrorisé des milliers de personnes ne pouvait échapper à la mémoire de ceux qui avaient survécu. En 1946, Goethe fut extradé vers la Pologne. Le gouvernement polonais, rétabli, a insisté pour que les criminels de guerre nazis soient non jugés sur le sol même où leurs crimes avaient été commis. Goethe fut transféré à la prison de Montelupich à Cracovie, la même prison où la Gestapo avait torturé les résistants polonais pendant la guerre. Désormais, elle abritait les tortionnaires eux-mêmes. Il attendait son procès devant le Tribunal suprême national de Pologne, l'une des premières juridictions majeures pour les crimes de guerre créés après le conflit. Les procureurs travaillaient méthodiquement, rassemblant des preuves, témoignages, registres des camps, photographies. Les survivants se préparaient à témoigner, beaucoup portant encore les stigmates physiques et psychologiques de Poichouf. Les accusations étaient exhaustives. Appartenance à des organisations criminelles, le parti nazi et la SS, responsabilité directe dans des massacres et actes personnels de torture et de meurtre. La stratégie de défense de Goethe était prévisible. Il prétendrait avoir obéi aux ordres, avoir fait son devoir de soldat, n'avoir eu d'autre choix. Une défense déjà utilisée et vouée à l'échec. Le procès s'ouvrit le 27 août 1946 dans une salle d'audience de Cracovie bondée de survivants, de journalistes et de citoyens polonais ayant vécu l'occupation nazie. Amon Goethe, visiblement amaigri depuis l'apogée de son pouvoir, restait défiant. L'accusation présenta des preuves accablantes. Les survivants se sont succédé à la barre. Ils ont décrit des meurtres aléatoires, la liquidation des ghettos, la torture des prisonniers. Hélène Jonas a témoigné des sévices quotidiens qu'elle subissait en tant que servante, les coups, les tourments psychologiques, la terreur constante. D'autres survivants ont raconté avoir vu Goethe abattre des prisonniers depuis son balcon pour cause de lenteur, d'infractions mineures ou simplement par caprice. Les chiffres étaient effarants. 8 à 10 000 morts, rien qu'à Poichouf. Des milliers d'autres lors de la liquidation des ghettos de Cracovie et de Tarnów. La défense de Goethe était simple. Il avait agi sur ordre de ses supérieurs. Il était un soldat qui répondait aux nécessités militaires. Il n'avait pas le choix. Le tribunal a rejeté cet argument en bloc. Les preuves ont démontré que Goethe agissait de sa propre initiative. Sa cruauté dépassait même les attentes des SS. Il ne se contentait pas d'obéir aux ordres. Il tuait par plaisir. Le tribunal a conclu que nombre de ces crimes avaient été commis délibérément, sans aucune justification militaire. Ce procès dépassait la simple culpabilité d'un homme. Il s'agissait d'établir les responsabilités dans le monde d'après-guerre. L'obéissance aux ordres pouvait-elle excuser un génocide? Un subordonné pouvait-il clamer son innocence après avoir commis des atrocités avec enthousiasme? La réponse du tribunal était claire, non. La justice peut-elle véritablement exister après un génocide, ou ne fait-elle que consigner ce qui ne pourra jamais être réparé? Goethe fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, y compris la première condamnation pour homicide dans un procès pour crime de guerre, pour avoir personnellement assassiné des centaines de victimes. Le message résonna bien au-delà du tribunal. Justice serait rendue, même au milieu des ruines de la guerre. Le 5 septembre 1946, le Tribunal suprême national a rendu son verdict, peine de mort par pendaison, déchéance définitive des droits civiques et confiscation de tous les biens. Amon. Goethe resta impassible pendant la lecture du verdict. Il déposa un recours en grâce auprès du président du Conseil national polonais qui fut rejeté. 8 jours plus tard, le 13 septembre 1946, Goethe fut conduit de sa cellule de la prison de Montelupich à l'échafaud. Le lieu d'exécution fut choisi délibérément, près de l'ancien camp de Poichouf où avaient péri nombre de ses victimes.
Des survivants se sont rassemblés devant la prison. Certains étaient venus assister à la scène, d'autres avaient simplement besoin de savoir qu'il était vraiment parti. Goethe fut conduit à l'échafaud sous haute surveillance. Des témoins rapportèrent qu'il ne manifesta que peu d'émotion. Son visage était pâle, mais il marchait d'un pas assuré. Il n'y eut ni effondrement, ni demande de pardon, ni reconnaissance des milliers de victimes qu'il avait assassinées. Alors qu'on lui passait la corde au cou, il prononça ces derniers mots « Heil Hitler ». Aucun remords, aucune excuse, défiant jusqu'au bout. La trappe s'ouvrit. Amon Goethe fut exécuté par pendaison vers 10 heures du matin. Son corps resta suspendu pendant la durée prescrite, puis fut décroché. Il n'y eut ni tombe, ni mémorial, ni lieu de recueillement pour ses sympathisants. Sa dépouille fut incinérée. Ses cendres furent dispersées dans la Vistule, le même fleuve qui coulait près du camp où il avait commis ses atrocités. Le boucher de Poischoff avait disparu. Non pas en martyr, non pas en soldat tombé au combat. L'exécution de Goethe était-elle justice ou simplement le dernier chapitre d'une histoire qui ne pourrait jamais être équilibrée? Mais en tant que criminel de guerre condamné, son nom est à jamais associé à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. Justice a été rendue. L'exécution d'Amon Goethe fut l'une des premières condamnations majeures pour crimes de guerre en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Son procès établit des précédents juridiques essentiels. La défense, fondée sur les ordres supérieurs, fut rejetée. La responsabilité personnelle fut établie et le principe selon lequel les crimes contre l'humanité priment sur le devoir militaire fut affirmé. Mais rendre justice à Goethe n'a pas effacé le traumatisme. Les survivants qui ont témoigné ont gardé ces cicatrices à jamais. Ellen Jonas a vécu des cauchemars pendant des décennies. Des milliers de familles ne se sont jamais remises des pertes subies à Poischoff. Les morts ne pouvaient être ramenés à la vie. L'histoire de Goethe a été largement popularisée par le film La liste de Schindler de Steven Spielberg, 1993, dans lequel Ralph Fiennes incarnait sa brutalité avec une précision glaçante. Le film a remis en lumière Poischoff et Oskar Schindler, l'industriel qui a sauvé plus de 1100 travailleurs juifs du camp d'extermination de Goethe. Aujourd'hui, le site de Poischoff est un lieu de mémoire. Ishtatsartissa, visiteurs parcourent les lieux où se dressaient autrefois les baraquements où les prisonniers travaillaient et mouraient, d'où Goethe abattait ses victimes depuis le balcon de sa villa. Aucun monument ne lui est dédié. Seuls ceux qu'il a assassinés en sont la mémoire. La leçon d'Amon Goethe ne réside pas dans la perversité d'un seul homme, mais dans les systèmes qui l'ont permise et dans la justice qui s'en est suivie. Son procès a prouvé que, même dans le chaos de la reconstruction d'après-guerre, il était possible d'obtenir des comptes. La fin brutale d'Amon Goethe n'était pas une vengeance, c'était l'application de la loi à ceux qui se croyaient au-dessus des lois. Dans ce tribunal de Cracovie, l'histoire a rendu son verdict. Les monstres peuvent porter des uniformes, mais ils ne peuvent s'y cacher. Et quand viendra l'heure des comptes, la justice les rattrapera. Les cendres de Goethe, dispersées dans la Vistule. Ses victimes sont commémorées par la pierre, par les témoignages et par l'histoire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies où le pouvoir s'effondre, les crimes sont révélés et l'histoire rend son verdict.